J'espère que vous n'avez pas regretté de venir en Russie et que vous parlez. Je suis heureux de vous voir tous. Au Valdez Club, nous avons parlé à plusieurs reprises des changements sérieux et importants qui se sont déjà produits et qui se produisent dans le monde, des risques associés à la dégradation des institutions mondiales, à l'érosion des principes de sécurité collective, au remplacement du droit international par des règles, je voulais dire des règles élaborées par quelqu'un, mais ce n'est probablement pas exact. On ne sait pas qui a élaboré ces règles, sur quoi elles sont fondées, ce qu'elles contiennent. Apparemment, il n'y a qu'une tentative d'établir une seule règle, afin que ceux qui sont au pouvoir, maintenant nous parlons de pouvoir, je parle de pouvoir mondial, puissent vivre sans aucune règle et soient autorisés à faire ce qu'ils veulent, à s'en tirer comme ils veulent. Ce sont, en fait, les règles mêmes que l'on nous répète sans cesse, comme le disent les gens, c'est-à-dire qu'ils en parlent sans cesse. La valeur des discussions de Valdez est qu'une variété d'évaluations et de prévisions ont été faites. La vie elle-même, la vie, l'examinateur le plus strict et le plus objectif, montre à quel point ils étaient corrects. Cela montre à quel point nos discussions préliminaires des années précédentes étaient précises. Hélas, les événements continuent de se développer selon le scénario négatif dont nous avons parlé plus d'une fois lors de nos précédentes rencontres. De plus, ces événements se sont transformés en une crise systémique de grande ampleur, non seulement dans la sphère politico-militaire, mais aussi dans les sphères économiques et humanitaires. Le soi-disant Occident, au conditionnel, bien sûr, il n'y a pas d'unité là-dedans, il est clair qu'il s'agit d'un conglomérat très compliqué. Néanmoins, disons que pendant les dernières années, et surtout pendant les derniers mois, cet Occident a pris un certain nombre de mesures d'aggravation. En fait, il joue toujours pour l'aggravation. Il n'y a rien de nouveau ici non plus. Il s'agit notamment de l'incitation à la guerre en Ukraine, des provocations autour de Taïwan et de la déstabilisation des marchés alimentaires et énergétiques mondiaux. Ce dernier point, bien sûr, n'a pas été fait exprès. Il n'y a aucun doute là-dessus, mais en raison d'un certain nombre d'erreurs systémiques commises précisément par les autorités occidentales que j'ai déjà mentionnées. Et comme nous pouvons le voir maintenant, la destruction des gazoducs pan-européens s'est également ajoutée à cela. C'est la chose la plus scandaleuse, mais nous sommes néanmoins témoins de ces tristes événements. Le pouvoir sur le monde est exactement ce sur quoi le soi-disant Occident a misé son jeu. Mais ce jeu est certainement un jeu dangereux, sanglant et, je dirais, sale. Elle nie la souveraineté des pays et des peuples, leur identité et leur singularité, et n'accorde aucune valeur aux intérêts des autres États. Du moins si cela n'est pas explicitement déclaré comme un déni, mais que c'est ce qui se passe dans la pratique. Personne, à l'exception de ceux qui formulent les règles que j'ai mentionnées, n'a le droit de développer sa propre identité. Tous les autres doivent être passés au peigne fin pour ces mêmes règles. Dans ce contexte, permettez-moi de vous rappeler les propositions de la Russie aux partenaires occidentaux sur l'instauration de la confiance et la construction d'un système de sécurité collective. En décembre dernier, ils ont été une fois de plus simplement mis de côté. Mais dans le monde d'aujourd'hui, rester assis n'est pas une option. Ceux qui sèment le vent récolteront, comme on dit, la tempête. La crise est vraiment devenue mondiale, elle touche tout le monde. Il n'y a pas d'illusion ici. Aujourd'hui, l'humanité est essentiellement confrontée à deux choix, soit continuer à accumuler les problèmes qui nous écraseront inévitablement, soit essayer de trouver ensemble des solutions, certes imparfaites, mais efficaces, qui peuvent rendre notre monde plus stable et plus sûr. Vous savez, j'ai toujours cru et je continue de croire au pouvoir du bon sens. Je suis donc convaincu que, tôt ou tard, les nouveaux centres d'un ordre mondial multipolaire et l'Occident devront commencer à parler d'un avenir commun pour nous, sur un pied d'égalité, et le plus tôt sera le mieux. Et à cet égard, je voudrais souligner quelques points très importants pour nous tous.
Les événements d'aujourd'hui ont éclipsé les questions environnementales. Curieusement, je voudrais commencer par là. Le changement climatique ne figure plus en tête des priorités. Mais ces défis fondamentaux n'ont pas disparu, ils ne vont nulle part. Ils ne font que croître. L'une des conséquences les plus dangereuses du déséquilibre écologique est la réduction de la biodiversité dans la nature. Et j'en viens maintenant au sujet principal pour lequel nous sommes tous réunis. L'autre diversité, culturelle, sociale, politique, civilisationnelle, est-elle moins importante? Dans le même temps, la simplification, l'effacement de toutes les distinctions est devenu presque l'essence de l'Occident moderne. Qu'est-ce qui se cache derrière cette simplification? C'est d'abord la disparition du potentiel créatif de l'Occident lui-même et la volonté de freiner, de bloquer le libre développement des autres civilisations. Bien sûr, il y a aussi un intérêt mercantile direct en imposant leurs valeurs, leurs stéréotypes de consommation, leur unification. Nos adversaires, je les appellerai si proprement, tentent d'élargir les marchés de leurs produits. Tout est très primitif à la fin sur ces morceaux. Ce n'est pas un hasard si l'Occident prétend que sa culture et sa vision du monde doivent être universelles. S'ils ne le disent pas directement, bien qu'ils le disent souvent aussi, mais s'ils ne le disent pas directement, ils se comportent et insistent sur le fait qu'en fait, par le fait de la vie, leur politique insiste pour que ces mêmes valeurs soient acceptées inconditionnellement par tous les autres participants à la communication internationale. Voici une citation du célèbre discours d'Alexandre Soljenitsyne à Harvard. En 1978, il notait que l'Occident était caractérisé par un aveuglement persistant de supériorité qui perdure encore aujourd'hui, qui soutient l'idée que toutes les vastes régions de notre planète devraient se développer et être dominées par les systèmes occidentaux actuels. 1978. Rien n'a changé. Depuis près d'un demi-siècle, cet aveuglement dont parlait Soljenitsyne, de nature ouvertement raciste et néocoloniale, a pris des formes tout simplement hideuses, surtout depuis l'émergence du monde dit unipolaire. Que veux-tu que je réponde à ça? La confiance en sa propre infaillibilité est un état très dangereux. Il n'y a qu'un pas à franchir pour en arriver au désir des infaillibles, eux-mêmes de détruire tout simplement ce qu'ils n'aiment pas. Comme on dit, abolir, réfléchissons au moins à la signification de ce mot. Même au plus fort de la guerre froide, au plus fort de la confrontation des systèmes, des idéologies et des rivalités militaires, il n'est venu à l'idée de personne de nier l'existence même de la culture, de l'art et de la science de ses adversaires. Cela n'a effleuré personne. Oui, certaines restrictions ont été imposées aux relations éducatives, scientifiques, culturelles et, malheureusement, également aux relations sportives. Néanmoins, les dirigeants soviétiques et américains de l'époque ont compris que la sphère humanitaire devait être traitée avec sensibilité, en étudiant et en respectant l'adversaire, et en lui empruntant quelque chose afin de maintenir une base pour des relations saines et fructueuses, au moins pour l'avenir. Que se passe-t-il maintenant? Les nazis en sont venus à brûler des livres en leur temps, et maintenant les promoteurs du libéralisme et du progrès occidentaux en sont arrivés à interdire Dostoïevski et Tchaïkovski. La soi-disant culture de l'abolition, mais en fait, nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises, la véritable abolition de la culture prive tout ce qui est vivant et créatif et ne permet pas à la libre pensée de se développer dans aucun domaine, ni dans l'économie, ni dans la politique, ni dans la culture. L'idéologie libérale elle-même a changé au point d'être méconnaissable aujourd'hui. Si le libéralisme classique comprenait à l'origine la liberté de chaque personne comme la liberté de dire ce que l'on veut et de faire ce que l'on veut, alors déjà au XXe siècle, les libéraux ont commencé à dire que la société dite ouverte a des ennemis et que la liberté de ses ennemis peut et doit être limitée, voire annulée. Aujourd'hui, elle a même atteint le point de l'absurdité lorsque tout point de vue alternatif est déclaré comme de la propagande subversive et une menace pour la démocratie.
Tout ce qui sort de Russie est une machination du Kremlin. Mais regardez-vous. Sommes-nous vraiment si tout-puissants? Toute critique de nos adversaires, toute, est perçue comme un complot du Kremlin, la main du Kremlin. C'est absurde. Qu'est-ce que tu deviens? Utilisez votre cerveau, exprimez quelque chose de plus intéressant, présentez votre point de vue d'une manière plus conceptuelle. Vous ne pouvez pas tout mettre sur le compte des intrigues du Kremlin. Tout ceci a été prophétiquement prédit par Fyodor Mikhailovitch Dostoïevski au XIXe siècle. L'un des personnages de son roman Les Possédés, le nihiliste Shigaliov, décrivait ainsi l'avenir radieux qu'il imaginait. Je quitte une liberté sans limite pour conclure à un despotisme sans limite. Ce qui, soit dit en passant, est ce que nos adversaires occidentaux ont fini par croire. L'autre personnage du roman, Peter Verovnsky, lui fait écho en déclarant que la trahison, la délation et l'espionnage sont nécessaires partout, que la société n'a pas besoin de talent et de capacités supérieures. Cicéron a la langue coupée, Copernic a les yeux crevés, Shakespeare est lapidé à mort. Voilà où en sont nos adversaires occidentaux. Qu'est-ce que c'est, sinon la culture occidentale moderne de l'abolition? Les penseurs étaient grands, et je suis reconnaissant, je vais être honnête, à mes assistants qui ont trouvé ces citations. Que pouvons-nous répondre à cela? L'histoire remettra sûrement tout à sa place et annulera non pas les plus grandes œuvres des génies universellement reconnus de la culture mondiale, mais ceux qui ont décidé qu'ils avaient le droit de disposer de cette culture mondiale à leur guise. La vanité de tels personnages est hors norme, comme on dit, mais personne ne se souviendra de leur nom dans quelques années. Et Dostoïevski continuera à vivre, tout comme Tchaïkovski et Pouchkine, même si personne ne le souhaite. Le modèle occidental de mondialisation, néocolonial par essence, s'est également construit sur l'unification, sur le monopole financier et technologique, sur l'effacement de toutes les différences. La tâche était claire, renforcer la domination inconditionnelle de l'Occident dans l'économie et la politique mondiale et, à cette fin, mettre à son service les ressources naturelles et financières, les capacités intellectuelles, humaines et économiques de la planète entière, le tout à la sauce de la soi-disant nouvelle interdépendance mondiale. Je voudrais ici évoquer un autre philosophe russe, Alexandre Alexandrovitch Zinoviev, dont nous célébrerons le 100e anniversaire le 29 octobre. Il y a plus de 20 ans, il a déclaré que pour la survie de la civilisation occidentale au niveau atteint par celle-ci, la planète entière comme environnement d'existence est nécessaire. Toutes les ressources de l'humanité sont nécessaires. C'est ce qu'ils prétendent. C'est comme ça. Et dans ce système, l'Occident a d'abord pris une avance considérable, puisqu'il a développé ses principes et ses mécanismes, comme aujourd'hui ces mêmes principes dont on parle sans cesse, et qui sont incompréhensibles trous noirs. Ce qu'il est, personne ne le sait. Mais dès que non pas les pays occidentaux mais d'autres États ont commencé à bénéficier de la mondialisation, et nous parlons bien sûr en premier lieu des grands États asiatiques, l'Occident a immédiatement modifié ou annulé de nombreuses règles. Et les principes soi-disant sacrés du libre-échange, de l'ouverture économique, de l'égalité de concurrence, voire du droit de propriété, ont été soudainement et complètement oubliés. Dès que quelque chose devenait rentable pour eux, ils changeaient immédiatement, à la volée, les règles du jeu. Ou un autre exemple de substitution de notions et de signification. Depuis de nombreuses années, les idéologues et les politiciens occidentaux disent et répètent au monde entier: il n'y a pas d'alternative à la démocratie. Franchement, ils parlaient du modèle occidental, dit libéral, de démocratie. Ils ont rejeté toutes les autres variantes et formes de démocratie avec mépris et, je tiens à le noter, du bout des lèvres, avec arrogance. Cette façon de faire s'est formée depuis longtemps,
Depuis l'époque coloniale, tout le monde est considéré comme des personnes de second ordre, tandis que les autres sont exclusifs. Cela a duré comme ça pendant des siècles jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la majorité absolue de la communauté mondiale exige simplement la démocratie dans les affaires internationales et n'accepte aucune forme de dictat autoritaire de pays ou de groupe d'États distincts. Qu'est-ce que c'est, sinon l'application directe des principes de la démocratie au niveau des relations internationales? Au cours des dernières années, le gouvernement s'est contenté d'un jargon réglementaire, lançant des guerres économiques et commerciales, des sanctions, des boycotts, des révolutions de couleur, et préparant et mettant en scène des coups d'État de toutes sortes. L'un d'eux a conduit aux conséquences tragiques en Ukraine en 2014. Ils l'ont soutenu, disant même combien d'argent a été dépensé pour le coup d'État. En général, ils sont tout simplement fous. Ils n'ont honte de rien. Ils ont tué Soleimani, un général iranien. Vous pouvez traiter Soleimani comme vous voulez, mais c'est un fonctionnaire d'un autre pays. Ils l'ont tué sur le territoire d'un pays tiers et on dit « Oui, nous l'avons fait ». De quoi s'agit-il? Où vivons-nous? Washington continue d'appeler l'ordre mondial actuel l'ordre libéral américain par habitude, mais en fait ce fameux ordre multiplie chaque jour le chaos et, j'ajouterais, devient plus intolérant même à l'égard des pays occidentaux eux-mêmes, de leur tentative d'indépendance. Tout est supprimé jusqu'à la racine, et des sanctions sont imposées à leurs propres alliés, sans honte. Et ces derniers acceptent tout en gardant la tête basse. Par exemple, les propositions des parlementaires hongrois en juillet visant à fixer dans le traité de l'Union européenne un engagement en faveur des valeurs et de la culture chrétienne européenne ont été perçues non pas même comme une façade, mais comme un sabotage hostile direct. Qu'est-ce que c'est? Comment le comprendre? Oui, certaines personnes peuvent l'aimer, d'autres non. En Russie, nous avons développé depuis plus de 1000 ans une culture unique d'interaction entre toutes les religions du monde. Il n'y a pas besoin d'abolir quoi que ce soit, ni les valeurs chrétiennes, ni les valeurs islamiques ou juives. D'autres religions du monde sont présentes dans notre pays. Nous devrions simplement nous traiter mutuellement avec respect. Dans certaines régions de notre pays, j'en ai fait l'expérience directe, les gens vont célébrer ensemble les fêtes chrétiennes, islamiques, bouddhistes et juives, et prennent plaisir à le faire, à se féliciter et à se réjouir. Mais pas ici. Pourquoi pas? Au moins, ils en auraient discuté. Incroyable. Tout ceci est sans exagération non pas même une crise systémique, mais une crise doctrinale du modèle néolibéral d'ordre mondial à l'américaine. Ils n'ont aucune idée de création et de développement positif. Ils n'ont tout simplement rien à offrir au monde, si ce n'est la préservation de leur domination. Je suis convaincu que la démocratie réelle dans un monde multipolaire présuppose d'abord la possibilité pour tout peuple, je tiens à le souligner, toute société, toute civilisation de choisir sa propre voie, son propre système social et politique. Si les États-Unis et l'Union européenne ont ce droit, les pays asiatiques, les États islamiques, les monarchies du Golfe Persique et les États des autres continents l'ont aussi. Bien sûr, notre pays, la Russie, a également ce droit, et personne ne pourra jamais dicter à notre peuple quel type de société nous devons construire et sur quels principes. La menace directe pour le monopole politique, économique, idéologique de l'Occident est que des modèles sociaux alternatifs peuvent émerger dans le monde, plus efficaces, je tiens à le souligner, plus efficaces dans le monde d'aujourd'hui, plus brillants, plus attractifs que ce que nous avons. Mais de tels modèles vont se développer, c'est inévitable. D'ailleurs, les politologues américains, les experts, ils écrivent directement à ce sujet. Certes, les autorités ne les écoutent pas encore vraiment, mais elles ne peuvent s'empêcher de voir ces idées exprimées dans les pages des revues de sciences politiques et dans les débats. Le développement doit se faire dans le dialogue des civilisations, sur la base de valeurs spirituelles et morales.